On attaque un sujet central dans toute stratégie CRO, l'A/B testing. À quoi ressemble un bon A/B test? Comment éviter les tests non significatifs? Quelles erreurs éviter? Quelles bonnes pratiques suivre? Quelle organisation mettre en place pour tester efficacement, durablement et avec impact? Pour y répondre, je suis à nouveau avec Agathe, freelance experte Web Analytics et CRO, qui va nous partager toutes ces bonnes pratiques issues du terrain. Agathe, ravi de te retrouver sur le podcast. Ravi aussi, Laurent. Et pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté l'épisode précédent, je te laisse te représenter. Donc, je suis Agathe tout le monde, je suis freelance experte en CRO et Web Analyse. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce domaine. Ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment d'étudier le comportement des utilisateurs pour optimiser les parcours digitaux. Eh ben top. Pour démarrer, comme d'habitude, j'aimerais qu'on reparte un peu aux bases et clarifier les fondamentaux. Selon toi, qu'est-ce qui définit un bon A/B test? Alors, c'est un test qui est issu de constats data, quali ou quanti, idéalement même les deux, qui a une hypothèse claire et qui est mesurable et en lien avec un objectif business qui a été établi. C'est aussi un test pour lequel on a vraiment un réel plan de test avec un sizing associé. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais, donc c'est issu de constats data quali ou quanti. Est-ce que une observation en mode benchmark peut aussi entrer en compte? Et peut-être si oui, est-ce que toi, du coup, tu expliques qu'il faut le backuper avec de la data avant d'aller plus loin, c'est ça? Oui, alors effectivement, un benchmark peut effectivement compter, mais il faudrait idéalement qu'il y ait d'autres data qui rentrent en jeu, d'autres critères, parce qu'après ça va jouer plutôt au niveau de la priorisation de ce test-là. Quand tu as plein d'idées derrière, c'est pourquoi il est plus prioritaire qu'un autre, et là la data va permettre justement d'apporter cette couche de priorisation. Tu parlais tout à l'heure justement de sizing. Des fois c'est vrai qu'on peut se poser des questions de combien de volume je vais avoir besoin pour mon test, combien de temps ça va durer, quel impact je veux avoir. Comment tu traites tous ces points-là? Alors le sizing effectivement se fait en amont avant de lancer le test, puisqu'en fait suite au plan de test, on va valider donc l'objectif du test, l'hypothèse, les KPI, et on va avoir besoin de savoir combien de temps le test va devoir durer au minimum pour pouvoir le positionner après dans une roadmap. Et le sizing, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. Il va y avoir la notion de MDE. Donc le MDE, c'est le Minimum Detectable Effect. Et ça va correspondre à la plus petite différence qu'on veut pouvoir repérer entre les variations. Globalement, c'est ton impact minimal que tu veux avoir. Si on prend l'exemple d'un taux de conversion, par exemple, qui est actuellement à 1%. Là, tu vas marquer MDE 1,2 par exemple, c'est ça? Et c'est le minimum que tu veux atteindre? Ouais, en fait, le MDE, on va le déterminer aussi par rapport à l'expérience. C'est là où ça va être un peu compliqué de se dire, moi, MDE, je veux 2% ou 5% ou 10%. C'est ça, ouais. C'est plutôt qu'en fait, en fonction de la typologie de test et du changement, par exemple, si ça va être juste un changement de design ou un changement de wording, on va avoir un MDE qui va être plus faible que une grosse refonte d'une page, par exemple, où on va attendre un impact, effectivement, une différence entre les variations plus importantes. Et d'ailleurs, ça peut être un impact, ce qu'on va espérer, c'est à la hausse, mais ça peut être aussi une différence détectée à la baisse. Si un A/B test est négatif, le MDE est pas forcément positif dans le sens c'est un uplift, c'est vraiment la différence entre mes deux variations. Tout à l'heure, tu disais donc il va falloir estimer la durée du test. Comment tu le fais? Je sais qu'il y a des outils aussi en ligne oui. Qui sont proposés notamment par Mathieu Fauveau sur FW Optimisation ou même WeLift, qui te permettent de renseigner les différentes données de ton test, le volume attendu et d'autres critères. Est-ce que ces outils font partie de ta stack que tu checkes? Est-ce que tu en as d'autres à nous partager? Est-ce que tu as une technique maison? Alors ces outils effectivement font partie de ma stack. J'utilise aussi l'outil sizing de Spiro, qui permet effectivement de renseigner aussi donc le volume de trafic que l'on a actuellement donc sur la page par exemple que l'on veut tester, le nombre de conversions actuelles et nombre de conversions qui n'est pas en lien forcément avec la conversion, la transaction en tant que telle. Ça va vraiment être lié avec notre KPI primaire qu'on a déterminé. Ça peut être un taux de passage par exemple. Et donc là, on va effectivement aussi avoir la notion de puissance statistique qui va souvent être à 80% par défaut de puissance stat. Qu'est-ce que tu entends exactement par puissance statistique du coup? Alors la
puissance statistique, ça va venir en plus du MDE. En fait, ça va permettre d'avoir en fait la probabilité de détecter une vraie différence quand elle existe. C'est-à-dire être sûr que, par exemple, notre minimum detectable effect, notre MDE, il aura effectivement une puissance statistique suffisante pour dire que c'est bien une réelle différence qui existe. Et le 80% dont tu parlais, c'est du coup le standard que tu utilises, que tu prends à chaque fois? Oui, c'est le standard effectivement qui est présent en général dans les calculateurs en ligne qu'on a pu citer. Que tu peux modifier, mais qui par défaut reste à 80, oui. quoi. Oui. Ok. Et on parle aussi dans les notions de niveau de confiance, niveau de significativité. Alors le niveau de significativité, il va intervenir plutôt après, à l'analyse du test. La notion de puissance statistique va intervenir avant, au moment du sizing, et la significativité va être plutôt au niveau de l'analyse en tant que telle du test, pour savoir si la différence effectivement qui est présente, qui est calculée, est vraiment significative, donc réelle ou pas. Est-ce que c'est dû au hasard ou vraiment réel? Et vu qu'on parlait de chiffres, donc 80% pour la puissance stats, pour le niveau de confiance qui interviendra plutôt sur la phase d'analyse, tu restes aussi comme ce qu'on voit passer partout, 95%? Oui, le standard c'est 95%, en tout cas pour le KPI primaire. Pour les KPI secondaires, on peut diminuer un petit peu, et pour le KPI, on va dire, de sécurité, qui est systématiquement, pour mes tests, le KPI de conversion. Pour les sites e-commerce, voilà. pour le coup. Ouais. S'il est pas KPI primaire, il reste quand même KPI de sécurité systématiquement. Et là, oui, on peut descendre à du 90%, par exemple. Et justement, intéressant, donc tu parles des KPI primaires, KPI secondaires. Pareil, on va repartir sur les chiffres. Est-ce que tu en as un max? Donc généralement, est-ce que déjà c'est 1 ou 2 KPI primaires, et combien max de KPI secondaires, généralement, par expérience? Alors, le KPI primaire, en général, c'est 1. Ça va être vraiment la North Star de notre A/B test. Et en secondaire, on peut monter à 4, 5, voire plus si besoin, mais 4-5, c'est un bon degré, sachant qu'après, si par exemple notre test on l'a linké avec notre outil d'analyse ou un outil d'analyse UX type Content Square, on va pouvoir ensuite deep diver. Si on a besoin d'approfondir, on va pouvoir deep diver sans forcément avoir ces KPI définis dès le démarrage. Et du coup, situation qui peut arriver et qui doit arriver souvent, quand tu as des trends différents entre ton KPI primaire et peut-être 2-3 de tes KPI secondaires, même j'ai envie de dire, là, prenons le cas où le KPI primaire est positif et que parmi tes 3-4 KPI secondaires, une bonne partie soit négatif, qu'est-ce que tu fais? Parce que tout à l'heure, tu disais, effectivement, c'est ta North Star métrique. Elle donne un signal vert, let's go. Pour le reste, c'est négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va aller creuser quand même dans la donnée pour voir qu'est-ce qui se passe en fait lié à ces KPI secondaires. Parce que souvent ils sont en lien quand même avec notre KPI primaire, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un comportement, quelque chose qu'on n'avait pas détecté en amont du test, surtout si on a un KPI de conversion par exemple qui est négatif et significatif, alors qu'on a un taux de clic hyper positif et significatif en KPI primaire, on va quand même pas le déployer tel quel, on va aller creuser, voir pourquoi est-ce que la conversion peut être négative, et pourquoi pas proposer une itération de test. Ok. Donc là, on a déjà couvert pas mal de points sur ce qui fait un bon A/B test. Un point que j'aimerais peut-être reclarifier, en tout cas approfondir, c'est sur l'hypothèse dont tu disais tout à l'heure. À quoi ressemble généralement? Est-ce que tu as une formulation d'hypothèse globale? À quoi ça ressemble? Un exemple? Alors une hypothèse, ça va être, on va partir du constat data, donc on va dire j'ai constaté que sur le site il se passe ceci. Et j'espère qu'en effectuant cela, donc en décrivant le test, je vais avoir un impact positif sur ceci. Donc en général, ça va être notre KPI. Par exemple, j'ai constaté que 70% seulement de mes utilisateurs voyaient mon bloc de paiement sur ma page de paiement. J'estime que si j'augmente la visibilité de ce bloc, je pourrais augmenter le nombre d'utilisateurs qui finalisent leur transaction et passent à l'étape suivante. Est-ce que à ce niveau de l'hypothèse, tu restes très générique en disant l'impact global, ou tu le quantifies déjà en disant je pense l'augmenter de temps ou augmenter ma conversion de temps? Alors au niveau de l'hypothèse, on va le garder global, et c'est plus derrière au niveau du MDE finalement qu'on va jouer. Ok, très bien. Donc là, globalement, ce qu'on s'est dit, c'est que tes A/B tests sont issus en tout cas, ils sont backupés par des constats data quali ou quanti.
associé à une hypothèse qui est claire, qui est mesurable et en lien généralement avec des objectifs aussi business. Le test, il a été priorisé dans une matrice et il y a les différents points que tu as évoqués tout à l'heure avant même de lancer le test avec les notions de MDE, de puissance statistique que tu as mentionné et bien entendu, point important, KPI primaire, KPI secondaire qu'on va suivre derrière. On a pu voir ce qui faisait les ingrédients d'un bon test. Maintenant, si on parle organisation, est-ce que tu as également, par rapport à toutes ces expériences, les clés d'une organisation efficace pour gérer l'A/B testing? Alors pour gérer l'A/B testing, il y a plusieurs types d'organisation possibles, plus ou moins centralisées. Ça peut être une équipe CRO dédiée, ça peut être vraiment des équipes produits qui vont aussi intégrer l'expérimentation et l'optimisation dans leur quotidien. Il y a 3 piliers qui restent importants, peu importe le type d'organisation. C'est avoir une matrice de priorisation, ensuite avoir une roadmap de test et avoir une gouvernance claire avec les équipes produits. Ok. Et ça va te permettre aussi d'éviter potentiellement, enfin en tout cas avoir une bonne vue sur tous les tests qui tournent. Il y a des enjeux de parallélisation, je pense aussi des tests par rapport au template. Je sais pas quelle est ta posture aussi là-dessus, d'éviter de faire tourner trop de tests sur le même scope pour éviter des biais dans les analyses de données. Est-ce que tu as des points d'attention également sur cette partie-là? Alors effectivement, on évite de faire tourner trop de tests sur un même template ou même fonctionnalité, tout simplement parce que déjà en termes de comportement, il y a du code quand même, donc ça peut aussi générer des erreurs, des conflits entre les tests, mais aussi d'un point de vue analyse, si on a un test qui fonctionne sur une fonctionnalité et qu'on met en place un autre test pendant que le premier tourne, on va potentiellement biaiser les résultats, notamment si on est sur des KPI similaires. Après, si on a un test, par exemple, en fiche produit, sur le header la fiche produit, qui a un KPI qui est vraiment un taux de clic sur, par exemple, un bandeau, versus un A/B test qui est en bas de fiche et qui a un KPI primaire qui n'a rien à voir, ça peut cohabiter. Et on a parlé, bien entendu, matrice de priorisation. C'est un sujet qu'on a évoqué aussi dans le précédent épisode, dans lequel tu nous avais partagé différentes méthodologies. Je me souviens de l'ICE, du PI et du PXL de CXL, pour garder du jargon comme on aime. Et est-ce que du coup tu restes aussi là-dessus, celle que tu avais évoquée dans le cadre de l'audit CRO, c'est les mêmes ici? Est-ce que tu en as d'autres? Alors c'est principalement celle-ci, oui, que je vais utiliser. L'idée, c'est d'avoir une matrice qui permette de scorer objectivement chaque idée de test. Donc peu importe la matrice qu'on utilise, mais de pouvoir être le plus objectif possible, c'est l'objectif. De supprimer aussi toute subjectivité ou intuition qui est je fais un test parce que mon directeur marketing me l'a demandé. Donc voilà, de rentrer en tout cas dans peut-être ce critère-là, mais d'autres critères qui permettent de contrebalancer ça. Et d'aller vers du factuel et de l'objectivité aussi. Et du coup, oui, dans les modèles qui reviennent le plus souvent, les plus connus, c'est PI et ICE parce qu'ils sont assez simples à mettre en place, en tout cas pour des entreprises qui commencent en A/B testing. Et moi, j'utilise essentiellement celle de donc le PXL de CXL dont on parlait. Parce qu'en fait, c'est des critères qui peuvent être adaptés en fonction des objectifs de l'entreprise. Il y a un certain nombre de critères et en fait, les critères seraient vraiment... c'est binaire, quoi. C'est est-ce que mon élément que je vais modifier, il est au-dessus de la ligne de flottaison? Oui, non. Oui ou non. 1 ou 0. Est-ce que mon élément, il est visible en moins de 5 secondes? Oui, non. Est-ce que j'ai un fort volume de trafic sur cette page? Est-ce que mon test vient de données qualitatives? Est-ce qu'il vient de données quantitatives? Du coup, ça, c'est important aussi, parce que comme je disais, ça permet de vraiment s'assurer que les tests priorisés sont ceux qui viennent de la data, ou pour lesquels on a des data, en tout cas. Est-ce que, mon test vient, par exemple, d'une précédence? Là, c'est une matrice qu'on utilise, par exemple, chez Pierre et Vacances. Et en fait, des fois, on a des retours de Center Parcs qui fait partie du même groupe, qui nous dit on a fait tel test, ça a bien fonctionné. Et en fait, quand il y a un Rex comme ça du product Center Parcs vers le product PV, c'est toujours positif de dire ça a fonctionné. Mais en fait, on en a fait un critère dans la matrice de précédence. Est-ce qu'il y a déjà une précédence sur ça, oui ou non?
Mais ça permet de se dire, ok, ça a bien fonctionné chez Center Parcs, donc on va renseigner le test, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qui nous permettent aussi de prioriser ce test? Parce qu'on va pas le faire juste si ça a fonctionné sur Center Parcs, on va peut-être le faire, mais moins prioritaire que d'autres. Ok, super intéressant. Et une fois que tu as scoré toutes ces idées, tu vas construire la roadmap de test dont tu parlais tout à l'heure. À quoi ça ressemble une roadmap de test? Avec quoi tu l'as construit pour nous donner une vision un peu plus claire? Alors, la roadmap de test, en fait, elle va venir de différents métiers. Finalement, ça va être des idées de test qu'on va renseigner dans la roadmap. Donc, ça va venir de la Web Analytics, par exemple, du CRO, ou suite à des analyses, par exemple, type audit exploratoire, on va avoir certaines recommandations, donc on va les mettre dans la roadmap, dans le backlog. On va avoir des idées qui peuvent aussi venir d'autres équipes. L'idée, c'est de l'enrichir, en fait, cette roadmap via des ateliers d'idéation de tests. On peut peut-être rentrer dans le détail là, mais en fait, d'avoir vraiment cette roadmap qui centralise toutes les idées de tests, de les scorer via la matrice et de déterminer pour chacune, je formule une hypothèse, j'ai ma priorisation, je sais sur quel device ça doit tourner, sur quel marché, etc. Et d'avoir une vision, du coup, des tests en cours, des tests passés, des tests à venir. Ouais, c'est important aussi de garder l'historique parce que peut-être tu vas vouloir itérer, tu vas te rendre compte que ça a déjà été testé il y a 2 ans et les équipes sont peut-être pas les mêmes non plus. Donc en tout cas ça peut être aussi, et ça peut peut-être aussi t'aider, mais là c'est à toi de me dire, mais quand tu vas voir l'historique des A/B tests qui ont été réalisés avec l'impact que ça a eu, ça va peut-être t'aider aussi à affiner tes projections et tes hypothèses quantifiées avant même de lancer le test, parce qu'à force de voir aussi en fonction du changement que t'apportes et l'impact que ça a eu, ça t'aide quand même à affiner un peu ton hypothèse quantifiée à l'avance. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à historiser tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles que tu le fais, pour lesquelles tu le fais? Alors, il y a énormément d'avantages, effectivement, de garder cet historique. C'est de se dire, oui, tel test, par exemple, on a déjà fait quelque chose de similaire. Ou je sais que, par exemple, quand je teste sur la step 1 du tunnel IRESA, je peux avoir tant d'uplift sur tel KPI. Donc, ça aide effectivement pour le MDE derrière à le déterminer. Et aussi de garder un historique aussi pour communication, simplement. Et aussi par rapport à l'IT, c'est important que l'IT ait une vue aussi sur quels tests ont été faits, quel est la next step en fait. Est-ce que je dois le déployer par exemple en production à 100%, et d'avoir une vision aussi sur tous les tests en cours pour ne pas venir perturber un test via des modifications de code ou autre. Et à quoi ça ressemble justement une espèce de, alors je vais dire slide récap d'un test fini, mais c'est peut-être autre chose. Mais une fois qu'il est historisé, il peut y avoir des fois beaucoup de données et ainsi de suite, donc une vue synthétique peut quand même être utile pour résumer les insights principaux et potentiellement next step, comme tu as dit. À quoi ça ressemble justement la conclusion d'un test qui est historisé? Alors, conclusion d'un test historisé, en fait, moi, je fais systématiquement un executive summary, en fait, pour chaque test en disant, voilà les insights clés, voilà la reco. Est-ce que c'est déployé? Est-ce que c'est itéré? Est-ce que c'est déployé à 100% sur mobile, mais sur desktop, on reste la version originale? Donc, ça dépend du résultat. Et ensuite, en fait, dans la roadmap, je vais rajouter des colonnes qui sont, est-ce que le test était positif, négatif ou neutre? Est-ce que c'était significatif? Donc, en lien avec le KPI primaire, donc je vais noter quel était mon KPI primaire, l'uplift généré ou la baisse, et est-ce que c'était significatif ou pas. Et je vais aussi mettre systématiquement le CVR si on est sur un site e-commerce. D'accord. Et l'uplift dont tu parles, c'est en gros, tu dis plus X% par rapport aux conversions, au taux de conversion par exemple pendant le test. Est-ce que tu vas aussi faire des projections business annualisées par exemple pour se dire ok, ce plus X% que j'ai eu pendant 2 semaines, je l'annualise et ça représente tant de K euros ou de millions ou tant d'impact sur l'indicateur que tu veux? Alors la projection business, je la fais pas systématiquement, mais ça peut être effectivement une demande des fois, par exemple de l'IT pour se dire ok, on va le déployer, mais ça coûte en termes de développement, c'est complexe. Donc quel est la projection, le chiffre d'affaires qu'on pourrait effectivement en tirer. Donc c'est un exercice qui est pas forcément évident, mais l'idée c'est de repartir de l'hypothèse de base et de se dire si effectivement cet uplift-là, j'arrive à le maintenir dans le temps, mais tout en pondérant avec la saisonnalité ou autres facteurs, ça permet effectivement de donner une fourchette. D'accord. Et tout à l'heure tu disais que différentes équipes peuvent venir contribuer à la roadmap de test.
dans les différentes boîtes que tu as pu faire, sur ce qui fonctionne bien, comment tu vas aller inciter les équipes à aller proposer des idées et comment tu vas les récolter, ces idées-là? Alors, pour récolter les idées, ce qui marche plutôt bien, c'est de mettre en place en fait des ateliers d'idéation de test, tout simplement, où en fait on va convier autour de la table plusieurs équipes. Et on va partir, alors pas de zéro, parce que sinon ça va être un peu voilà, chacun donne son point de vue sur la totalité du site. Mais l'idée c'est de venir avec une problématique et d'essayer ensemble d'établir des hypothèses qui pourraient résoudre cette problématique-là. Avec différentes personnes donc du métier, ça peut être l'immerge, mais ça peut être très bien aussi des gens qui sont moins dans le digital, par exemple le service client, ça peut être des personnes du marketing, des personnes du revenu management, enfin un peu l'ensemble des équipes. Le service client, c'est des gens, enfin c'est une équipe qui a beaucoup d'insights aussi Oui. Quotidien, qui peut être vraiment une source riche d'enseignements terrain, quali et quanti. Donc ça c'est top. Et qui anime globalement, parce que on va avoir une roadmap du coup qui va venir centraliser des besoins de multi-départements, globalement, par expérience, qui, si on parle gouvernance et ownership, sujet important également, qui généralement gère cette roadmap de test? Alors la roadmap de test, il y a souvent un co-ownership entre le CRO / produit / WebA. Ça dépend où sont placés les analystes, j'ai envie de dire. Mais du coup, l'idée c'est d'avoir vraiment la Web Analytics et le CRO qui peuvent faire des propositions suite aux analyses qui sont faites, des idées qui vont venir aussi du produit. Par rapport aux évolutions qu'ils veulent faire, et vraiment d'avoir cette co-gouvernance et cette communication entre les équipes produits et les équipes CRO. Quand tu dis équipe CRO, on a parlé aussi de produits, du UX, de WebA, c'est des postes purs CRO, du coup dans la boîte, et en quoi ça diffère? C'est quoi leur quotidien? C'est quoi leur mission principale? Alors ça va dépendre des organisations. Le CRO, ça peut être effectivement une personne ou une équipe avec un lead CRO et d'autres personnes au sein de cette équipe-là. Par exemple, on peut avoir un lead CRO qui va leader une équipe avec un analyste et puis quelqu'un qui va mettre en place les A/B tests, plutôt tech, du coup, plutôt dev. Et on peut très bien avoir plutôt une organisation un peu hybride où il y a le CRO finalement qui n'est pas défini comme une personne mais qui est infusé au sein des équipes. Par exemple, l'immerge qui va avoir aussi une vocation un peu CRO et qui va pouvoir faire des propositions, des optimisations sur le site. L'équipe produit aussi qui est très impliquée. Qui va aussi pouvoir faire des analyses sur Content Square ou même des analyses de tests. Donc ça dépend vraiment de l'organisation et des compétences en fait et formations de chacun. Super intéressant. Et si on reste sur le sujet justement gouvernance, tu peux avoir une diversité d'organisations bien entendu en fonction de l'entreprise dans laquelle tu es, mais par expérience, qu'est-ce qui selon toi fonctionne bien, les bons ingrédients pour que ça fonctionne au mieux, et au contraire, les écueils à éviter au niveau organisationnel, ownership et gouvernance? Alors, ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a de l'implication des différentes équipes, en fait, autour du CRO et de l'A/B testing. Donc, implication notamment des équipes produits, implication de l'UX aussi, et imbrication entre l'UX designer qui va des fois être sur des problématiques plutôt qualitatives, user test, mise en place de guérilla test, etc. Et la WebA qui va aussi apporter des données plus quantitatives. Donc ça fonctionne bien quand les équipes se parlent en fait et sont toutes impliquées sur ces sujets-là d'expérimentation. Et de mettre en place des rituels aussi, ça aide beaucoup. De pouvoir avoir par exemple des weekly A/B tests pour se reparler de la roadmap, de la matrice, des sujets à venir. Est-ce que côté produit, il y a des MEP qui ont été déterminés, mais est-ce que ça pourrait être testé en amont? Et mettre aussi des rituels de partage autour des analyses de tests. Ok, hyper clair. Donc effectivement, en soi, la structure peut varier, mais tu as quand même les ingrédients de base qui sont quand même les clés pour que ça fonctionne très bien derrière. Et on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais on va arriver quand même à cette phase d'analyse des tests.
On évoquait, je parlais notamment du niveau de confiance et de significativité à 95% qui intervenait justement au moment de l'analyse. On peut avoir du positif, du flat, du négatif. Comment tu gères cette partie-là? Est-ce que tu t'arrêtes aux chiffres que tu regardes sur l'ensemble des segments? À quel moment tu te dis, je vais commencer à segmenter? Est-ce que si ton résultat KPI primaire et voire même tes KPI secondaires sont tous positifs, est-ce que tu prends quand même le temps de deep diver en fonction des segments? Qu'est-ce qui se passe si c'est flat? Bref, voilà, là je prends tous tes retours sur, en fonction du résultat que t'as, donc 3 possibilités, qu'est-ce que tu fais? Alors si c'est significatif et positif partout, on va quand même, partout, en premier lieu quoi, on va quand même segmenter pour voir par exemple si c'est un test multi-device, est-ce que c'est bien positif et significatif sur desktop et sur mobile. Si c'est pas le cas, on va potentiellement deep diver sur un device en particulier. Donc ça c'est systématique. Sur tous les tests que tu fais tourner, qu'ils soient positifs, négatifs ou flat, tu deep dive toujours au niveau device dans un premier temps. Oui. Je regarde effectivement toujours au niveau du volume global. Après, je deep dive par device. L'important, c'est quand même de vérifier qu'on a suffisamment de volume dans chacun des devices pour deep diver. Mais effectivement, c'est quand même un sanity check, entre guillemets, que je fais. Pareil, si c'est un test qui a tourné sur différents marchés, par exemple internationaux, on va aussi regarder au niveau des marchés si tous se comportent de la même façon. Et si justement tu as un test qui fonctionne très bien dans un marché et pas dans l'autre, et que globalement tu as un template qui est commun derrière, comment tu gères ce cas? Alors il va falloir effectivement creuser sur par exemple le device qui sous-performe. J'avais eu le cas effectivement une fois chez un client qui était dans le jardinage où finalement on s'était rendu compte que sur desktop, c'était sur la partie tunnel en fait, il y avait un CTA qui permettait soit d'aller vers la partie devis, pour établir un devis avant de s'engager, soit d'aller directement vers je commande. Et en fait, on s'est aperçu, donc en mettant en avant davantage ce CTA je commande et en mettant un peu plus en arrière cette vision de devis, que c'était hyper significatif sur un device mais pas sur l'autre. Et en fait, en creusant un peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un comportement qui était différent parce qu'il y avait sur cet espace en fait de tunnel de réservation pour clôture et jardinage, on pouvait avoir un parcours pro et un parcours particulier. Sauf qu'ils étaient sur la même partie. Et en fait, ils avaient, ces professionnels, besoin du devis, mais sur un device en particulier. D'accord. Et dans le précédent épisode qu'on avait fait sur l'audit CRO, on parlait d'outils de Web Analytics, d'UX Analytics. Est-ce que justement à ce niveau-là, au niveau des outils de monitoring des perfs que tu utilises, à quel moment, et est-ce que tu le fais, tu passes sur une phase d'UX Analytics aussi pour voir la consommation de la page, l'enchaînement des différentes pages et templates dans le parcours? À quel moment ça intervient? Est-ce que c'est systématique? Alors ça intervient de manière plutôt analyse poussée. Okay. Effectivement, en fait, si on se rend compte que sur un KPI, c'est négatif et significatif, ou même une tendance négative, on va aller deep diver dans des outils UX Analytics à partir du moment où on met en lien en fait l'outil d'A/B test et l'outil du UX Analytics. On va pouvoir segmenter sur les utilisateurs qui ont été exposés à telle ou telle variation et du coup aller deep diver sur le comportement pour voir effectivement ce qui peut poser problème. Je l'utilise notamment chez Pierre et Vacances où on utilise à la fois Caméléon et aussi Content Square. Et en fait sur un test, par exemple, on avait récemment testé sur mobile de mettre en place une télécommande sticky. Donc une télécommande sticky, qu'est-ce que t'entends? Alors c'est en fait sur les fiches produits. Rien à voir avec la télé. Hein. Non, c'est sur la fiche produit sur mobile, donc la possibilité au moment où on scrolle d'accéder rapidement aux différentes sections de la page. D'accord. Donc c'est comme un bandeau sticky, qui permet d'accéder par exemple à la section hébergement, à la section information pratique. C'est ton menu en sticky qui te suit quand tu scrolles. Voilà, ça permet d'accéder aux différentes zones de la page produit. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte pour ce test-là, on était plutôt flat.
D'accord. Pas tellement d'impact sur les différents KPI. Et en fait, en regardant effectivement via plutôt les outils donc UX Analytics et notamment Session Replay, que les utilisateurs en fait ne l'utilisaient pas forcément parce qu'elle intervenait après le scroll. On avait fait le choix de l'afficher finalement post-scroll une fois qu'il avait passé le premier visuel. Donc ça pouvait notamment diminuer l'usage et donc l'impact aussi sur les différents KPI. Donc ce test-là, voilà, on s'est dit on va quand même le déployer parce que les investissements dev, etc. avaient été faits. Et qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur quoi que ce soit. Mais la seconde, voilà, on s'est dit on va potentiellement itérer pour tester de positionner cette télécommande peut-être visible dès les premiers rêvages sur la page. Ok, donc intéressant. C'est pas trop compliqué sur un A/B test positif, on y va, rollout. Sur un flat, effectivement, vu que tu as investi derrière du temps, de l'argent et que ça n'impacte pas négativement, enfin sous réserve de deep diver, qu'il y a peut-être une sous-performance quelque part sur les segments que tu regarderas, mais en tout cas, au global, tu es plutôt safe. Maintenant, si on s'intéresse sur la partie négative, dans quelle mesure toi tu vas avoir une posture de je deep dive et on itère, ou alors à quel moment tu vas te dire on va pivoter parce que il y a plus rien à attendre de ce test-là et ça sera toujours négatif. Je pense qu'il n'y a pas de science exacte, évidemment, mais c'est si tu avais aussi une recommandation là-dessus sur le traitement des résultats négatifs. Alors sur les résultats, en fait, quels qu'ils soient, je l'ai pas précisé au départ, mais on se pose toujours la question de est-ce que je l'analyse au bon moment mon test ? Est-ce que finalement par rapport à mon sizing, je respecte la durée minimum estimée ? Est-ce que j'ai suffisamment de volume et suffisamment de conversion aussi dans chacune de mes variations ? Est-ce que là-dessus, justement, tu avais des seuils à voir, qu'on peut voir circuler parfois, mais des chiffres en tout cas sur un volume de conversion minimum et un volume de trafic minimum ? Alors trafic, pas forcément, mais ça va plutôt être en lien avec le MDE et le sizing qu'on a estimé. Mais on est plutôt sur 250 conversions minimum dans chaque variation. Après, ça peut être plus en fonction du trafic global du site et du volume de transactions qu'on peut avoir. Mais c'est plutôt dans ces eaux-là. Et du coup, aussi être sûr, voilà, que mon test, il a tourné suffisamment longtemps, que je l'analyse pas non plus trop tôt pour pas avoir un faux positif ou faux négatif. Et donc, une fois que c'est confirmé que mon test, il est négatif et significatif, effectivement, là, on va creuser pour savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Et l'idée, c'est pas forcément de l'abandonner tout de suite. C'est de dire si c'est un test qui était quand même important et attendu et qui était priorisé, dans quelle mesure est-ce que notre hypothèse était peut-être pas exactement la bonne ? Peut-être qu'il faut la reformuler. Peut-être qu'on a appris quelque chose via le deep dive et qui nous permettent de lancer une itération sur ce test-là. Ou alors effectivement de se dire ce test-là finalement oui il est négatif et significatif, mais peut-être qu'il n'était pas si prio que ça, donc pour le moment on le dépriorise et on verra plus tard. Ok. Et dans cette phase d'analyse, est-ce que tu reviens justement aux indicateurs pré-lancement que tu évoquais, à savoir le MDE, au final à combien il est, la puissance statistique, est-ce que justement tu confirmes ce 80% que tu avais défini, et évidemment le niveau de significativité qu'on avait évoqué à 95%, tous ces chiffres-là sont bien entendu recheckés à ce moment de l'analyse. Oui, au moment de l'analyse, en fait, effectivement, on va se dire, est-ce que par rapport à mon sizing, est-ce que j'étais cohérente, est-ce que on était trop gourmand sur l'uplift qu'on pouvait espérer par rapport à notre hypothèse et nos constats data. Et de là, retravailler, comme je disais, l'hypothèse et même le design du test. Et la roadmap de test dont tu parlais tout à l'heure, comment tu l'as construit ? Est-ce que tu l'as construit par template sur le site pour justement avoir une bonne visibilité sur le côté parallélisation et éviter qu'il y ait plusieurs tests qui tournent sur le même scope ? Ou alors tu as d'autres entrées possibles pour ta roadmap ? Alors ça va être principalement, comme tu dis, Laurent, les page templates, donc qu'on va utiliser, mais aussi les fonctionnalités clés qui peuvent être transverses, type le menu, type le moteur de recherche interne, ou d'autres fonctionnalités qui peuvent être présentes à différents endroits sur le site. Ok.
Top. Avant qu'on passe à la dernière partie qui est la boîte à crocos dans laquelle je vais te poser pas mal de petites questions express. Si on devait résumer toutes les bonnes pratiques incontournables quand on attaque une stratégie d'A/B testing, que ça soit pré-lancement, pendant que le test tourne et post-lancement, c'est quoi pour toi les gros points clés qui garantissent quand même en tout cas l'exécution d'une bonne stratégie d'A/B test? Les gros points clés, ça va être de se dire est-ce que j'ai vraiment une hypothèse avec des constats data, idéalement, qui sont derrière, pour éviter justement le plus possible les tests non significatifs ou flat, même si on sait que voilà, ça fait partie de la vie de l'A/B testing, mais qu'on apprend toujours quand même d'un test. Et aussi d'avoir cette roadmap qui soit partagée, puisque l'idée c'est une fois que le test il est lancé, de ne pas y toucher, de pas remodifier nos KPI, de pas changer l'affectation du trafic, et aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis en fait fonctionnels, de mise à jour sur le site qui puisse venir tout simplement casser notre test et qui soit pas analysable à la fin. Et puis aussi une historisation des différents tests. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est important aussi de s'engager avant de lancer le test et non pas de réorienter, on va dire, ses conclusions. En gros, tu poses le constat et les objectifs, tu dois t'y tenir quand même pour derrière en prendre une action. D'ailleurs, on entend aussi que celui qui lance le test et qui est honneur du test n'est pas celui qui analyse pour réduire aussi le biais dessus. C'est le constat que tu partages aussi? Oui, alors sur la partie analyse, effectivement, souvent c'est un analyste ou le CRO qui va l'effectuer. Sur la partie hypothèse de test, ça va être plutôt une co-construction, comme je disais, avec les équipes qui vont être à l'idée du test aussi, comme l'immerge ou le product. Et en fait, là où l'analyste finalement va être là aussi comme un peu garde-fou de j'essaye d'éviter au maximum les biais, je ne vais pas voir tous les jours mes résultats pour me dire au bout de 3 jours, ah ça y est, c'est positif et ça me convient bien comme ça. Donc voilà, c'est effectivement respecter les délais et tout ce qu'on a mis en avant en plan de test. Et justement là, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, une fois que le test est lancé, à partir de quand on commence à regarder les résultats? Est-ce que tu as déjà un sanity check qui s'opère dans les 24 heures post-lancement? Et pourquoi faire? Et à partir de quand tu peux commencer vraiment à aller, parce que ça prend du temps aussi. Donc ça sert à rien d'aller deep diver et d'aller trop en profondeur dans l'analyse si on sait déjà que ça manque de volume. Donc qu'est-ce que tu regardes et à quel moment tu te dis ok, c'est le moment où je vais attaquer l'analyse? Alors je fais quand même un sanity check, au démarrage, puisque juste post-lancement, dans les 24 ou 48 heures après, au maximum, pour voir si les données remontent bien, tout simplement. Que ce soit dans l'outil d'A/B testing, dans les outils qui sont liés, par exemple l'outil Analytics, GA4 ou autre, et un outil du X-Analytics, pour s'assurer que on ait bien les données qui remontent des différentes variations, que notre split aussi soit bien ok, qu'on n'ait pas de SRM, sample mismatch ratio entre nos variations. Donc être sûr, par exemple, si on fait un AB, qu'on soit bien sur du 50-50, sinon ça va venir fausser derrière nos résultats. Donc tout ça va être fait au démarrage, après le lancement. Et pour l'analyse en tant que telle, normalement l'idée c'est de pas y retourner vraiment avant qu'on ait notre fameuse nombre de semaines qui ont été définies dans le sizing. Après, en grande ligne, on se dit qu'il faut au minimum 2 cycles business. Donc par exemple 15 jours, et aussi un minimum de conversion dans chaque variation, comme je disais. Mais l'idée c'est de se dire plutôt au moment où j'atteins le sizing que j'avais estimé, et du coup je vais aller regarder si c'est significatif ou pas. Ok, écoute, merci. On a couvert beaucoup de sujets. Comme d'habitude, je finis par une petite boîte à crocos. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une série de questions flash qui vont permettre de gratter encore quelques petits tips en mode express. Selon toi, le piège classique à éviter à tout prix en A/B test? Ce serait de se lancer en ayant juste une intuition sans avoir créé d'hypothèse et prioriser le test. Un test qui t'a particulièrement marqué? Un test, par exemple, sur une page, sur les différentes pages du funnel, où en fait, chez un client, la partie récapitulatif du panier n'était pas sticky.
au niveau du desktop notamment. Et en fait, juste en rendant cette partie sticky, on a réussi à faire plus 15% sur le taux de passage à l'étape d'après. Et voilà, tout simplement. Est-ce que tu aurais une personne ou une ressource, ou les deux même, on prend, pour justement venir un peu s'alimenter sur les sujets d'A/B testing? Je dirais Clément Horneck de chez WeLift, Yes. qui partage pas mal de contenu, qui a une newsletter aussi bien fournie et qui travaille aussi sur des petites extensions Chrome qui peuvent faciliter aussi la vie. Tout à fait. Des extensions qui permettent de voir d'ailleurs quel test tourne. Oui, chez les concurrents. Ouais, exactement. Testé? Oui. Tu l'as testé? Oui, j'ai pu déjà tester un peu. Ok, super. Et du coup, un conseil que tu donnerais à une personne, à une entreprise, à une équipe qui se lance dans la mise en place d'une stratégie d'A/B testing? Alors c'est vraiment au-delà choisir l'outil, de vraiment choisir en fait l'accompagnement et de mettre en place l'organisation qu'il faut. Juste se doter des bonnes personnes et aussi de mettre en place la bonne organisation. Eh ben écoute, c'est top. Agathe, je te remercie à nouveau pour ce nouvel épisode. On a pu couvrir un sujet clé qui est l'A/B test avec toutes les bonnes pratiques, les erreurs à éviter. Si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, inscrivez-vous à la newsletter CRO & Co. Vous avez tout dedans, le récap de l'épisode, des templates, des ressources et plein d'autres contenus pour aller encore plus loin. Le lien dans la description, dispo depuis mon profil LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à CRO & Co sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, même sur YouTube. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager. C'est comme ça que vous permettez de faire croître CRO & Co. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, testez, itérez et structurez vos A/B tests intelligemment. Agathe, merci à nouveau. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.